Le 5 mai 1821, Napoléon meurt à Sainte-Hélène. La nouvelle parvient par bateau à Londres 2 mois plus tard, puis de Londres à Paris vers le 6 juillet. Le baron Pasquier, ministre des Affaires étrangères, adresse aux ambassadeurs une circulaire annonçant la mort de l'empereur. La dépêche est transmise à la vitesse d'un cheval au galop aux ambassades de France dans les capitales européennes. Nous allons commencer par regarder le volume concernant la Russie. C'est un volume intéressant. Et pourquoi la Russie d'abord? Je terminerai par l'Angleterre, alors qu'il est évident que tout a commencé par l'Angleterre, puisque la nouvelle est arrivée d'abord à Londres. Mais parce que le seul document que j'ai retrouvé dans l'ensemble de ces volumes, qui est la dépêche d'origine, c'est-à-dire l'information par le ministre des Affaires étrangères à ses ambassades de la mort de Napoléon, ce seul document se trouve être archivé dans le volume russe. C'est le document qui a été destiné à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg. Monsieur le comte, je reçois à l'instant des lettres de Sainte-Hélène en date du 6 mai qui m'informent que Bonaparte, de qui la santé s'était sensiblement altérée depuis quelque temps, était mort la veille à 6 heures du soir. Mais son état de santé n'avait présenté un caractère alarmant que depuis le 2 mai, et depuis ce jour et jusqu'à sa mort, il avait presque toujours été sans connaissance. D'après le désir qu'il en avait témoigné précédemment, on a ouvert son corps et l'on a reconnu que sa maladie était un cancer à l'estomac auquel se joignit un engorgement au pylore. Je m'empresse de vous communiquer cette nouvelle dont vous voudrez bien informer Sa Majesté impériale puisqu'il s'agit de la Russie. Donc aucune dépêche du volume Correspondance politique Russie ne permet de connaître la manière avec laquelle la nouvelle est accueillie à Saint-Pétersbourg. C'est une correspondance qui malgré tout est très précieuse pour comprendre quels sont les grands événements qui intéressent à l'époque les diplomates et qui font passer au second plan une nouvelle qui aujourd'hui, 2 siècles plus tard, dans le contexte actuel, nous apparaît comme essentielle, mais qui à l'époque n'était pas essentielle. Quelles étaient les grandes nouvelles de juillet 1821 ? Nous vivions les grands mouvements ou la fin des grands mouvements libéraux, révolutionnaires et libéraux en Italie, au Portugal, en Espagne, et un peu lié à l'Espagne, ce qui se passait en Amérique espagnole. Et ça occupe l'esprit des autocrates de la Sainte-Alliance beaucoup plus que la nouvelle de Sainte-Hélène. Ainsi, dans le volume Correspondance politique de Rome, la correspondance de l'ambassadeur Blacas, qui est un ultra, porte surtout sur les mouvements révolutionnaires et libéraux que l'Autriche vient de réprimer, très durement d'ailleurs, que l'armée autrichienne vient de réprimer dans le nord de l'Italie et surtout dans le sud. On comprend dans ces conditions que l'ambassade de France au Vatican, Blacas estime que la nouvelle de la mort de Napoléon n'a pas causé une grande sensation. Il sait que le pape Pie VII est le protecteur de la famille Bonaparte en exil, et ce qui l'intéresse surtout, c'est de suivre les évolutions et les mouvements et les activités des frères de Napoléon, Lucien et Louis, de l'oncle, le cardinal Fesch, et surtout de savoir s'il y aura un service religieux à la mémoire de Napoléon. Et c'est là où on trouve cette dépêche du 11 juillet, je cite, « Monsieur le cardinal Consalvi », Consalvi est le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État du pape, celui qui avait négocié le concordat avec la France quelques années auparavant, « Monsieur le cardinal Consalvi, à propos du service pour Bonaparte dont on parle tant, m'a dit hier matin, personne, non jamais personne, ne m'a parlé positivement de faire un service pour Napoléon. » Voilà, c'est une dépêche importante et intéressante de notre ambassade au Vatican. Nous sommes maintenant devant le volume Stockholm. La Suède fait partie des pays vainqueurs de Napoléon, mais le roi est un personnage très particulier puisque Charles XIV, Jean, comme on l'appelle, roi de Suède et de Norvège, est aussi le maréchal Bernadotte. Maréchal général de la Révolution française, maréchal d'Empire, ayant participé aux côtés et sous les ordres de Napoléon à la première campagne d'Italie, et notamment par la suite à Austerlitz et à Wagram. Donc un personnage particulièrement important. Le maréchal Bernadotte avait des relations assez tendues pour des raisons politiques et privées avec Bonaparte. Il se trouve qu'il est le beau-frère de Joseph Bonaparte. Il a épousé Désirée Clary, qui est le premier flirt de l'empereur, le premier flirt connu de l'empereur, du futur empereur Napoléon, du jeune Bonaparte donc. Et il y a entre eux une opposition personnelle et
politique. Et lorsque Bernadotte devient d'abord prince-régent, puis roi de Suède, enfin surtout prince-régent, on aurait pu imaginer une véritable alliance franco-suédoise. En fait, il n'en a rien été. C'est pour ça que c'est intéressant de voir quelle a été la réaction en Suède. Et là, je vais donner lecture. D'abord, le 19 juillet, de la lettre, de la dépêche de notre ambassadeur à Stockholm. Il n'apprend pas la mort de Napoléon par l'arrivée de la dépêche de Pasquier, mais par son collègue britannique. 5 jours plus tard, une assez longue et très intéressante dépêche dont je retiens le passage suivant. On m'annonce que la mort de Bonaparte a excité dans les diverses classes de la nation suédoise un sentiment de regret général. Cette sensation a surtout été remarquable à la Bourse, lorsque la nouvelle y fut devenue publique. Et le plus intéressant est peut-être la réaction du roi. Le roi était au conseil lorsqu'un billet lui a appris cet événement. Il attendit dans le silence et le recueillement que la séance fût levée pour en donner communication au ministre et le fit avec émotion et gravité. Rentré ensuite dans son cabinet, Sa Majesté adressa à son fils une lettre que j'ai cru destinée à la publicité. On pense maintenant qu'elle sera insérée dans la Gazette de Hambourg, etc. etc. Voilà quelque chose de particulièrement intéressant comme réaction dans une ambassade un peu particulière et avec un diplomate qui n'hésite pas à dire que la mort de Napoléon a provoqué une vraie émotion dans la population et chez le souverain. Nous sommes maintenant devant le volume des correspondances de Vienne. Alors Vienne, c'est un peu comme Stockholm et un peu comme Parme, pour d'autres raisons. Un peu particulier à Stockholm, c'est l'ancien maréchal de Napoléon qui est roi de Suède. À Vienne, l'empereur, c'est le beau-père de Napoléon. Et à Parme, dont je dis que notre volume ne contient rien, donc je ne sais pas sur Parme, ça fait partie des documents vides sur ce sujet-là. Notre ambassadeur, ou notre chargé d'affaires, ou notre ministre à Parme n'écrit pas, ou nous n'avons pas la correspondance de Parme. Or, Parme, c'est la principauté donnée à Marie-Louise, donc la femme, l'épouse, la veuve maintenant de Napoléon. Vienne, c'est très important, l'un des principaux vainqueurs, le principal vainqueur diplomatique de Napoléon, donc monsieur de Metternich, le principal vainqueur diplomatique de Napoléon, est aux affaires à Vienne. Il le sera jusqu'en 1848. Et l'empereur, lui, est sur place, bien sûr, avec son petit-fils, qui se trouve être le fils de Napoléon. Donc on a quelque chose de très particulier, et je vais donner lecture alors d'un document qui est tout à fait émouvant, puisque il date du 15 juillet 1821, et c'est un document qui malheureusement qui est beaucoup chiffré, donc on voit nettement que ce sont que le texte a été chiffré et déchiffré à Paris lorsqu'il est arrivé, et puis que par ailleurs, autre accident du monde des archives, il a été déchiré à un endroit difficile, donc je ne pourrais pas vous faire la lecture d'un paragraphe particulièrement intéressant. Alors voilà donc la dépêche de notre ambassade, Vienne, le 15 juillet 1821. Monsieur le baron, j'ai reçu avant-hier matin la dépêche de votre Excellence du 6 de ce mois qui m'annonçait l'importante nouvelle de la mort du prisonnier de Sainte-Hélène. Là, c'est dit d'une manière plus délicate. Du prisonnier de Sainte-Hélène. Un courrier de commerce adressé à M. Rothschild avait devancé de quelques heures l'arrivée de notre estafette et le prince de Metternich avait déjà eu l'obligeance de m'envoyer un express au bain de Baden où j'étais pour me faire part de cet événement. Je suis venu sur le champ pour lui communiquer le peu de détails qui étaient contenus dans la dépêche de votre Excellence, mais il avait déjà ceux qui étaient extraits du courrier et qui m'ont paru un peu plus circonstanciés. Monsieur de Metternich a senti tous les inconvénients qui pouvaient résulter de la, et là c'est le passage déchiré que nous avons vu tout à l'heure, pièce qui serait apportée sur le continent après la mort de Bonaparte. On sent que Metternich est très inquiet de l'arrivée des pièces, testaments et autres, et il l'explicite tout à fait d'une manière glaciale. Il a expédié sur le champ un courrier à Londres, il réclame du ministère anglais tous les secours de l'amitié pour s'assurer que ce qui pourrait être envoyé de Sainte-Hélène, pour que l'on se borne à la connaître au cabinet sans en occuper le public. Il m'a paru qu'il craignait surtout la publication
d'un testament qui pourrait rappeler d'une manière trop vive l'intérêt qui s'attache au sentiment de père et d'époux que l'on voudrait pouvoir faire oublier. Or, et de nouveau là, nous nous retrouvons sur la partie de la page déchirée, ici, tout ce qui peut réveiller l'attention sur les relations qui ont existé avec Buonaparte. Il est redevenu Buonaparte. Donc on sent que là, le ministère autrichien, avec sur le ton glacial qui fait tout à fait penser à celui qu'Edmond Rostand prête à Metternich dans sa pièce sur l'Aiglon, on voit très bien que Metternich ne se préoccupe que d'une chose, surtout pas d'émotion. Il y a effectivement à Parme une mère qui est maintenant une veuve, et ici un petit-fils qui est maintenant un orphelin. Et l'inquiétude des documents qui pourraient arriver de Sainte-Hélène, le testament et tout ça, que les Britanniques les laissent, ne les publient pas. Donc on sent très nettement ce côté extrêmement froid et le caractère très spécifique de cette archive viennoise, un peu comme est spécifique le mystérieux trou de nos archives de Parme, puisque lorsque l'on vérifie les dates, on se rend compte qu'il y a un trou total entre la fin mai 1821 et le début mars 1822, comme si tout ce paquet d'archives avait disparu un beau jour. Aucune explication, ça peut être soit un accident, soit un acte malveillant, soit une véritable volonté, enfin, on ne sait pas. Mais je voulais bien mettre en valeur ce qui apparaît comme dimension humaine de la nouvelle et non politique dans ces trois capitales pour des raisons différentes, Stockholm, Vienne, Parme. Le royaume des Pays-Bas, dont le souverain avait pris une part importante dans la victoire de Waterloo, aux côtés de Wellington et la défaite des Français, le royaume des Pays-Bas constitué en 1815 comprend l'ancien royaume de Hollande sous Napoléon et les anciennes provinces-unies, les Pays-Bas actuels, mais surtout comprend aussi la Belgique. Je relève avec beaucoup d'intérêt ce que dit notre ambassadeur aux Pays-Bas, et il écrit ce texte à Bruxelles, qui effectivement à l'époque, nous sommes avant l'indépendance de la Belgique de 1830, ça tient en une phrase. La mort de Napoléon est ici dans toutes les bouches, et il dit Napoléon. C'est l'un des rares à dire Napoléon et pas Buonaparte ou Bonaparte. La mort de Napoléon est ici dans toutes les bouches, et tous les esprits sont occupés des circonstances qui ont précédé ce grand événement. Nous sommes là dans le volume de notre correspondance depuis la Saxe. Et notre représentant à Dresde, capitale de la Saxe, est l'un des rares qui prend l'initiative, avant même d'avoir reçu la dépêche de Pasquier, lui l'informant officiellement de la mort de Napoléon, qui prend l'initiative d'écrire à son ministre, puisqu'il apprend par ailleurs la nouvelle. Alors il écrit le 19 juillet 1821, « La nouvelle de la mort de Napoléon a produit ici la sensation qu'elle produira partout. » Je dis bien la mort de Napoléon. Et non pas Bonaparte ou Buonaparte. On a commencé par en douter, puis quand les détails plus circonstanciés ont confirmé les premiers bruits, on en a diversement causé, chacun selon ses affections et ressentiments. Ce qui est une manière très diplomatique de dire qu'il y a beaucoup de gens qui pleuraient devant cette information, et d'autres qui, j'imagine, se réjouissaient. Quoique je sois jusqu'à présent sans lettre de votre Excellence qui m'annonce officiellement cette nouvelle, j'ai cru pouvoir me permettre, etc., etc. C'est quand même une dépêche particulièrement intéressante parce que c'est l'un des rares diplomates qui dit franchement les choses. On va voir également par la suite d'autres diplomates qui effectivement laissent entendre, en dehors du cas suédois, l'émotion qui a pu être ressentie. Nous sommes maintenant devant le volume Berlin. Après Dresde, Berlin, autre grande capitale allemande. Attention, les Saxons ont été, jusqu'à la sinistre bataille de Leipzig, alliés des Français. Les Prussiens ont été parmi les plus ardents adversaires des Français et probablement parmi les plus rudes et les plus maltraités. Donc cette dépêche est particulièrement intéressante. C'est là où on voit qu'un ambassadeur peut être franchement soit un vrai courtisan, soit un pur militant, en l'occurrence militant ultra-royaliste, du groupe ultra de ce qu'on appellerait l'extrême droite du champ politique français de l'époque. Cette dépêche est datée, pardon de la date, du 14 juillet 1821.
J'ai reçu le 12 à 7 heures du matin la lettre que votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 6 par estafette pour m'annoncer la mort de Napoléon Buonaparte. Je me suis empressé selon vos ordres, monseigneur, etc., etc. Je saute. La nouvelle s'est répandue promptement en ville. Dans l'après-dîner, le ministre d'Angleterre reçut les journaux de Londres et une lettre de Sainte-Hélène contenant à peu près les mêmes détails, mais où nous avons trouvé la date de la mort de Buonaparte qui avait été oubliée dans la dépêche de votre Excellence. Ce pays, la Prusse, ayant été plus que tout autre froissé par la puissance de l'homme qui vient de mourir, on aurait pu croire que la faim y causerait une forte sensation, et c'est une chose bien digne de remarquer que l'indifférence, ou du moins le peu d'importance avec lequel ce bruit a été accueilli, tant on était déjà accoutumé à le regarder comme mort civilement. Conclusion étonnante pour une dépêche diplomatique, puisse cet oubli prématuré être à jamais une leçon pour les ambitieux qu'une folle vanité pousse à vouloir encore bouleverser le monde. Voilà un ambassadeur très conservateur. Nous sommes maintenant devant les documents en provenance de notre ambassade à Washington. Alors évidemment, Washington, pour que la nouvelle arrive en Amérique du Nord, ou en Amérique d'ailleurs du Sud, peu importe, il faut plus de temps que depuis Londres, la nouvelle parvienne, puisqu'il est peu probable qu'un bateau en partance de Sainte-Hélène soit parti directement vers le continent américain porteur de cette nouvelle. En tout cas, c'est en septembre, et non pas en juillet, que les documents diplomatiques, nos documents diplomatiques en Amérique, commencent à aborder ce thème. J'ai retenu une dépêche intéressante concernant Napoléon. Elle est signée par Hyde de Neuville, qui était notre ambassadeur sur place, l'ambassadeur du roi de France. Alors, Hyde de Neuville est un personnage très particulier, alors lui aussi extrêmement, je dirais, militant ultra. Il a été sous la Révolution, dans la période du directoire, convention, directoire et consulat, l'un des responsables des mouvements armés insurrectionnels dans l'ouest de la France. Il a ensuite été dans le groupe terroriste qui a causé le premier attentat terroriste de l'époque contemporaine, l'attentat de la rue Saint-Nicaise qui visait Bonaparte et qui a causé la mort de plusieurs passants, dont la petite Marianne Peussol, première figure de l'histoire de France victime du terrorisme et qui avait beaucoup marqué à l'époque, l'attentat de la nuit de Noël, l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Puis, il avait été envoyé, Hyde de Neuville, en 1814 comme consul à Florence. Il était aux premières loges pour l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe, si j'ose dire. Donc, quand il était à Washington, son angoisse était qu'il n'y ait pas une évasion de Sainte-Hélène vers l'Amérique. C'est curieux à voir, mais effectivement, il est au milieu d'un paquet d'exilés qui, à Sainte-Hélène, qui, en Amérique, préparent pour certains, soit des communautés républicano-bonapartistes dans la campagne texane, soit des projets plus ou moins fous d'évasion, d'organisation d'expéditions maritimes pour faire évader Napoléon. Il est absolument obsédé par cela, et c'est vrai qu'il est autour de lui plein de personnes qui sont dans un activisme avec tous les exilés qui ont fui après Waterloo et la Terreur blanche. Alors voilà la note qu'Hyde de Neuville, la dépêche qu'Hyde de Neuville envoie à la date du 12 septembre 1821. J'ai vu dernièrement M. Politica, ministre de Prusse aux États-Unis, à son passage à New York. Il m'a chargé de dire à votre Excellence qu'en passant à Bordentown, c'est l'endroit où habite Joseph Bonaparte, exilé aux États-Unis. Il avait vu le docteur Hutchison, qui est l'un des médecins de Joseph Bonaparte. Le docteur l'a assuré que Joseph, était dans le commencement d'une maladie qu'il a faite il y a environ 6 mois. Il lui avait dit de prendre garde sur la nature de cette maladie, que son père était mort d'une maladie du foie ou d'un ulcère intérieur et qu'il craignait que sa maladie ne fût semblable à celle que son père avait eue et qu'il avait emportée. Cette déclaration faite 6 mois avant les nouvelles de Sainte-Hélène viendrait à l'appui de celle qu'on dit que Buonaparte y avait faite. C'est-à-dire qu'effectivement sont arrivées aux États-Unis les nouvelles selon lesquelles Bonaparte, Napoléon, sur son lit de mort, avait exigé qu'il y ait une autopsie de son corps pour vérifier qu'il n'avait pas la même maladie que son père, qu'il avait emportée assez jeune, et dans ce cas-là, prévenir son fils pour cette maladie. Et j'ajoute un côté assez intéressant dans cette même dépêche,
6 juin, un journal qui contient la correspondance de Bolivar avec le colonel Pereira, et aussi un article du sieur Joseph Gamard, aussi mauvais médecin que mauvais français, relatif à la mort de Buonaparte. Voilà ce que pouvait être une dépêche diplomatique militante de l'ambassadeur de France aux États-Unis. Voici donc le volume des dépêches en provenance de Madrid. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses, curieusement, sur Napoléon et la mort de Napoléon à Madrid, mais ça se comprend, puisque pour des raisons politiques, l'attention est attirée ailleurs, sur le mouvement des Cortés et le mouvement dit libéral, c'est-à-dire en fait de ceux qui se revendiquaient des idées un peu de la Révolution française et qui avaient contribué largement à la défaite de Napoléon en Espagne, mais qui, voyant arriver le roi Bourbon, Ferdinand VII, et son régime extraordinairement répressif, se sont soulevés et l'Espagne est en pleine insurrection, et en plus au même moment l'Espagne est en train de perdre l'Amérique latine. Donc les sujets sont vraiment particulièrement importants. Ainsi, à la date du 19 juillet, on trouve cette dépêche du ministre plénipotentiaire de la Garde de Madrid. La mort de Bonaparte a causé dans un parti, il parle du parti libéral, entre guillemets pour libéral, du parti anti-Bourbon, l'impression d'une perte sensible. Madrid continue de jouir d'une grande tranquillité. Elle a été troublée légèrement à Ciudad Real, où le peuple a manifesté. Mais la Fontana de Oro, c'est un café qui est près de la Puerta del Sol, où se réunissent les anti-Bourbons, les libéraux, pro-français, enfin on les appelle comme vous voulez. La Fontana de Oro a été un peu moins orageuse. La mort de Bonaparte a produit dans son parti l'impression d'une perte sensible. On retrouve cette phrase de perte sensible de la mort de Bonaparte chez les combattants de la liberté espagnole contre le roi Bourbon qui avait été chassé dans un premier temps par Napoléon. En lisant ce volume, on se rend compte qu'évidemment l'intérêt de l'Espagne n'est pas vraiment sur la mort de Napoléon, mais que la mort de Napoléon représente une grande perte, est ressentie comme une grande perte par les progressistes espagnols. Et en revanche, on voit un peu quelles sont les préoccupations de la diplomatie française, puisqu'une grande partie des dépêches de l'époque est consacrée à obtenir des dédommagements pour les malheureux Français qui ont été victimes des pogroms anti-européens et anti-chinois l'année précédente à Manille, aux Philippines, donc colonie espagnole, où une épidémie de choléra avait mis en colère contre les étrangers la population philippine. Alors là aussi, on voit en regardant ces volumes à la fois le sujet qu'on cherche et en même temps les pôles d'intérêt de l'époque par pays. Nous sommes devant le volume Angleterre et nous allons donc terminer ce survol par là où tout a commencé, c'est-à-dire par l'arrivée le 5 juillet 1821 de la nouvelle envoyée depuis Sainte-Hélène par le gouverneur geôlier, l'horrible Sir Hudson Lowe, la dépêche qui informe le gouvernement britannique de la mort de Napoléon. Alors pour comprendre le contenu de ces textes très intéressants, 2 remarques préalables. L'ambassadeur de France à Londres est M. Decazes. Decazes, ancien favori et influent, très influent auprès de Louis XVIII, mais qui vient de devoir céder la place et d'être exfiltré, comme on dirait aujourd'hui, comme ambassadeur à Londres. Mais ce n'est pas lui qui est sur place, puisque pour des raisons privées, maladie de sa femme, il a quitté l'Angleterre pendant quelque temps. Donc c'est le secrétaire, on dirait le chargé d'affaires de France, qui va envoyer ces informations. Ça n'est pas Decazes, c'est un peu dommage parce qu'on aurait voulu voir, vu l'importance du personnage de Decazes dans l'histoire de France, je pense à Decazeville par exemple, entre autres, on aurait bien voulu avoir ces dépêches sous la plume de Decazes, mais non, c'est sous la plume de son secrétaire. Deuxième remarque, pour ceux qui seraient surpris à la lecture de ces textes, les premiers surpris étant probablement les lecteurs au ministère français des Affaires étrangères, Napoléon n'est pas du tout impopulaire en Angleterre. Il a été très populaire dans une grande partie de l'opinion, et on s'en est rendu compte quand, arrivant de l'île d'Aix et avant de partir à Sainte-Hélène, le navire britannique sur lequel il avait demandé l'hospitalité est venu sur les côtes du sud de l'Angleterre,
Et là, il a été accueilli très chaleureusement par la population. Il y a eu des mouvements pour essayer de le libérer, des habeas corpus, des magistrats qui ont essayé d'obtenir qu'on interdise sa déportation. Donc il y a un vrai sentiment pro-Napoléon. Il faut le savoir, on le savait en 1815 et on va le retrouver 6 ans plus tard en 1821. Voici donc la première dépêche qui date donc du 6 juillet. Monsieur le baron, on s'adresse au baron Pasquier. Votre Excellence aura reçu cette nuit les détails relatifs à la mort de Buonaparte, dont j'ai chargé le baron Decazes de lui porter la nouvelle avec toute la diligence possible. Le premier avis m'en était parvenu mercredi matin par Lord Bathurst, qui s'empressa de m'envoyer les lettres de M. de Montchenu, le représentant français à Sainte-Hélène, et je reçus peu après la communication officielle qui m'en a été faite par le département des Affaires étrangères. L'Amirauté avait déjà donné des ordres pour que la nouvelle soit transmise à Calais et de là par télégraphe à Paris, puisque Calais via Lille est lié à Paris par le télégraphe optique à l'époque. C'est les deux seuls endroits où on a un télégraphe optique et où ça va beaucoup plus vite que le cheval. J'en ai renouvelé l'invitation aux autorités de ce port afin que votre Excellence puisse être informée avant l'arrivée des express de commerce. La sensation produite ici, monsieur le baron, de cet événement n'a pas été aussi marquée qu'elle aurait pu l'être il y a quelques années. La longue captivité de Buonaparte, l'impossibilité de son évasion et la connaissance que l'on avait du mauvais état de sa santé avaient accoutumé à l'idée de le voir terminer sa carrière à Sainte-Hélène. Mais l'espèce d'intérêt qui s'attache aux destinées extraordinaires a paru se réveiller à la nouvelle certaine de sa mort. Ses ennemis les plus constants et les plus déclarés s'en sont montrés frappés comme d'un événement remarquable. Et ceux qui affectaient de se dire ses partisans n'ont pas dissimulé leur regret en cherchant à jeter sur le gouvernement anglais l'odieux d'une imputation, etc., etc. Plusieurs Anglais, entre autres Sir Robert Wilson, ont pris le deuil, ainsi que quelques Français obscurs. Et voici donc la deuxième dépêche, celle du lendemain, le 7 juillet 1821. Parmi les détails que les journaux ont donnés sur les derniers moments de Buonaparte, il avait été dit qu'il avait voulu mourir en uniforme et sur un lit de camp, et qu'il avait désigné le lieu de sa sépulture près d'une fontaine dans l'île même de Sainte-Hélène. Le premier de ces prétendus faits n'est point exact, à ce que m'a dit Lord Bathurst, et a sans doute été inféré. Or, Napoléon n'est pas mort dans son uniforme, mais il a été enterré, revêtu de son uniforme, et effectivement, il a été enterré dans un endroit qu'il avait désigné auparavant, qu'on appelle la vallée du Géranium, qui est un endroit assez frais à côté de Longwood, où il est mort. Et il avait choisi cet endroit en pensant que les Britanniques ne voudraient pas accepter le retour de son corps en France. Je reprends la dépêche un peu plus loin. Quant au second, quoi qu'il en ait fait mention à ce qu'il paraît d'un lieu où il voulait que ses restes fussent disposés dans le cas où il ne serait pas transporté en Europe, il est dit que dans le dernier codicille de son testament, qu'il désire être enterré sur les bords de la Seine, au milieu du peuple qu'il a tant aimé. Là c'est très précis et c'est presque exact. C'était exactement ce que Napoléon a écrit dans son dernier codicille du testament et que l'on retrouve gravé à l'entrée de sa tombe aux Invalides. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Voilà la phrase exacte, mais elle est pratiquement reprise telle quelle par cette dépêche. Lord Bathurst a ajouté, monsieur le baron, qu'ayant prévu que tel pourrait être son vœu, et croyant au moins inutile de s'y prêter en faisant transporter son corps en Europe, il avait, il y a déjà 2 ans, donné l'ordre qu'en cas de mort, il fût enterré dans l'île, avec les honneurs militaires, et que cet ordre avait déjà été exécuté. Buonaparte a laissé un testament, etc., etc. Et quelques heures plus tard, à 6 heures du soir, dans la même dépêche, il est écrit ceci: « Je sors de chez Lord Bathurst ». Lord Bathurst, c'est le ministre des colonies, c'est en fait l'organisateur, le geôlier en chef, le vrai méchant de cette histoire, ce qu'on dirait le méchant du film. Lord Bathurst, c'est lui qui est le supérieur hiérarchique direct du geôlier de Sainte-Hélène, Hudson Lowe. Je sors de chez Lord Bathurst, qui m'a communiqué toutes les pièces qu'il a reçues de Sainte-Hélène et dont j'espère pouvoir, par le courrier de mardi, envoyer des extraits à votre Excellence.
un nouveau bâtiment vient d'arriver et a apporté le détail des funérailles de Bonaparte, auxquelles on a rendu les honneurs dus à un officier général du plus haut rang. Et la dépêche se termine par quelque chose avec lequel je pense que je vais pouvoir être content de terminer ce survol de nos archives diplomatiques sur la manière dont a été reçue à l'étranger la nouvelle de la mort de Napoléon. Des placards sont affichés dans les rues de Londres aujourd'hui et partout une invitation à tous ceux qui admirent le talent et le courage en adversité à prendre le deuil en conséquence de la mort prématurée de Napoléon Buonaparte. Ceci est la conclusion d'une dépêche d'un diplomate français en 1821 sous le règne de Louis XVIII.